Et puis, ouais. Ok, ben Nicolas, OK. écoute, faites de la musique, on se retrouve tous les deux. Bon, c'est bien. Je propose qu'effectivement tu fasses ce que tu avais prévu de faire, c'est-à-dire cette petite synthèse conclusive de la saison. Et puis, pour ouvrir sur la saison prochaine, euh, je ne me laisse pas décourager par la participation de ce soir qui ne me semble pas représentative des dernières séances. Euh, écoute, Eh explique-nous ce que bien, tu as retenu de ces 11 séances et puis ensuite on discutera un petit peu de comment on peut penser la rentrée prochaine. voilà. Donc, je me retrouve avec Serge, avec un grand plaisir, puisque, comme vous le savez, c'est cette rencontre avec Serge qui a donné lieu à cette émergence de ce projet d'anthropologie clinique. Euh, on a décidé de quand même maintenir mes propos, euh, ne serait-ce qu'ils peuvent être intéressants, si vous les écoutez, de vous remettre un petit peu en perspective durant ce que vous avez entendu, compris durant cette année, et ça doit déboucher sur des suggestions pour l'année prochaine. Donc, voilà quelques pensées que j'ai eues en regardant, en écoutant, en étant très actif durant ces 11 séances qui ont constitué donc, le séminaire d'anthropologie clinique. Serge les a introduits et c'est lui qui devait les introduire, c'est lui qui est vraiment pour moi le penseur. Et au fond, quand il les a introduits avec l'idée de poursuivre, hein, d'aller de l'avant. Il disait même, je me rappelle, même faute de combattant, il ne partait pas si bien dire, puisqu'aujourd'hui, on est plus que deux, mais même faute de combattant, on ira, on continuera. Mais je pense qu'on va continuer quand même avec quelques-uns d'entre vous et d'autres. Donc, si je réécoute aussi Serge dans ce qu'il nous a dit lors de la première séance, dans ses propos introductifs, on peut dire qu'il y avait, c'est pas directement comme ça qu'il a organisé les choses, mais on peut vraiment lire, même bien voir un double objectif à ces séminaires du mardi, c'était permettre aux participants et aussi à nous de mieux comprendre les deux fondements, les deux piliers de l'anthropologie clinique. Donc ça, je pense que c'est acquis, c'est une base. Hein. D'une part, l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott et d'autre part, l'anthropologie sémiotique. Donc, c'était pour mieux comprendre de quoi sont faits ces deux grands piliers, ces deux fondements, et de voir comment leurs apports mutuels. Voilà. Puis l'autre objectif, qui est déjà présent plus ou moins dans ce premier, mais qui est explicite, c'est la question, le mot qu'il lâche deux, trois fois, qu'on a souvent appelé épistémologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fond, comment c'est l'anthropologie clinique, composée de ces deux piliers, nous aide à avoir une visée intégrative, non pas à faire une intégration, une synthèse, mais sur tous ces modèles cliniques, ces manières d'intervenir cliniquement. Et là, on entend aussi bien l'intervention thérapeutique, l'intervention sociale, l'intervention éducative, comment l'anthropologie clinique doit nous aider à penser l'articulation, et c'est ça l'épistémologie, hein, ce sont des connaissances, mais comment toutes ces connaissances, ce n'est pas une foire où tout le monde s'empoigne et finalement il y a des pertes, malheureusement, sur le côté, mais c'est un échange, un dialogue. Et au fond, comment ces différents courants de pensée, de pratique peuvent dialoguer et quelle est leur épistémologie, hein, comment leur modèle peut être à la rencontre de l'autre. Et donc, notre souci, c'était de voir comment l'anthropologie clinique, à savoir anthropopsychiatrie et anthropologie sémiotique, dans leur synergie, nous aide à faire cela. Si je vous lis une, deux phrases qui sont quand même très parlantes de ce que nous a dit Serge, nous pensons que les modèles cliniques issus des paradigmes des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychanalyse, de la théorie de l'attachement et de la théorie des systèmes rendent suffisamment de bons et loyaux services aux cliniciens et à ceux qui bénéficient de leur travail pour prétendre les remplacer. Mais c'est une perspective d'avenir. Hein. Il s'agit d'aller plus loin et d'aller plus loin dans cette confrontation. Mais en revanche, les conflits légitimes ou non qui opposent les différents modèles nous semblent constituer des entraves au bénéfice que les personnes qui, à un titre ou un autre, demandent de l'aide.
Cette réflexion épistémologique doit conduire à terme à envisager de façon formelle toutes les articulations entre les différentes phénoménologies que constitue chacun de ces modèles et qui organisent l'humain. Le corps, le pulsionnel, les liens d'attachement, l'émotionnel, la cognition, la motivation, le comportemental, les systèmes relationnels, la communication, les relations sociales et l'environnement social. Il s'agit de mener cette construction épistémologique. Et c'est bien là le titre de notre séminaire, hein, Actualité de l'anthropologie clinique en construction. Il s'agit de construire l'anthropologie clinique, mais pour construire ce cadre épistémologique. Bon, ça, c'est donc été la visée qui était prévue au départ, donnée comme programme. Et en fait, quand on regarde, alors, premier temps, deux temps de intervention, premier temps, quand on regarde ce qui s'est fait, le chemin parcouru, je trouve qu'on a assez bien pu remplir ces objectifs. Le premier, donc, mieux prendre connaissance de ce qu'est l'anthropologie clinique à travers ces deux piliers, anthropopsychiatrie et puis anthropologie sémiologique, eh bien, on a eu deux grands représentants, le représentant de l'anthropologie sémiotique, vous vous rappelez, lors de la 4e séance, et donc, où on a eu Jean Lassègue qui est venu nous parler avec un titre tout simple, hein, Regard, quelques remarques sur l'anthropologie sémiotique. Hein, quelques remarques sur l'anthropologie sémiotique. Une conférence très structurée, très cadrante, où il présentait deux, je rappelle juste ça, je ne vais pas résumer chacune de ces conférences, mais ça vaut la peine, deux grands principes de l'anthropologie sémiotique. Hein, c'est une anthropologie explicitement sémiotique, dans ce sens qu'elle ne tente pas de réduire le sens à quelque chose qui est l'extérieur, à autre chose que lui-même. Hein. Le sens toujours appartient aux signes. Et les signes, ces formes symboliques, les signes, c'était le deuxième grand postulat, qui est le principe qu'il a commenté. Hein. Les signes comprennent le sens et les signes produisent du sens dans l'usage même qu'ils permettent entre les humains, qu'ils permettent dans les relations sociales. C'est intéressant et sa question, bien sûr, comme toujours, les questions critiques ou bien ce qu'on aimerait un peu élaborer, ben, ça se fait un tout petit peu, jamais suffisamment, mais la question qu'il posait dans l'argument de sa présentation, eh bien, on en a un tout petit peu été dans ce sens-là, mais de manière quand même assez limitée. La question qu'il posait au terme de sa conférence, c'était, je lis, qu'en est-il alors de l'usage possible de l'anthropologie sémiotique en anthropologie clinique? Et donc là, ça mériterait d'approfondir. Bon. L'autre grande présentation d'un des deux piliers de l'anthropologie sémiotique, de l'anthropologie clinique, c'est l'anthropopsychiatrie. Et là, on a eu Jean-Louis Fès, hein, qui est psychiatre en Belgique, disciple aussi de Scott, qui nous a présenté peut-être moins l'anthropopsychiatrie, mais il l'a présenté à travers les différentes sources qui ont inspiré la pensée de Jacques Scott. Hein. Et donc là, on voit déjà une visée d'articulation de ces différentes sources, la phénoménologie, la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, etc., en s'arrêtant pas trop sur le noyau de cette anthropopsychiatrie qui constitue donc le tableau pulsionnel, hein, de la structure de l'humain, la structure psychopathologique, lequel tableau nous a été présenté, complété, donc cette intervention, hein, plus théorique sur l'anthropopsychiatrie, complétée par Antoine Devos, qui à 2 reprises, hein, nous a présenté une concrétisation, une application à partir du tableau pulsionnel qui était assez bien présenté, vous vous rappelez, hein, un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour chaque enfant, puisque c'est surtout des enfants et adolescents, à partir de ces 4 dimensions constitutives, donc de ces 4 grands vecteurs, hein, inspirés de Zondi, 4 questions, hein, qui constituent alors un outil que peuvent se partager les différents intervenants, hein, donc appelé outil diagnostic de dialogue partenarial. Voilà, ça c'était la séance 3 et la toute dernière, la 11. Winfried aussi nous avait un petit peu déjà dans la 2e séance, qui était consacrée au stade du miroir et dans un essai déjà de sémiotisation, le carré sémiotique, mais il avait fait tout un préambule qui nous introduisait déjà à l'anthropologie sémiotique, en donnant son origine, quelques mots sur
Cassirer, sur ensuite Lévi-Strauss et Crémas. Bon. Donc, comme vous m'entendez, c'est vrai qu'on passe de la deuxième à la troisième, à la onzième, comme je le ferai remarquer, c'était un petit peu en ordre dispersé, mais je pense que cette manière de lancer les choses correspond un peu à une sorte de feu d'artifice. Donc, ça, c'était pour les deux grandes orientations, hein, à partir de quoi on pense l'anthropologie clinique. Et ensuite, il y a eu des applications cliniques qui ont été faites pour ces deux orientations, donc un complément. L'application clinique pour l'anthropologie sémiotique a surtout été autour du carré sémiotique. Hein, on s'est focalisé là-dessus. Là, il y a eu un certain nombre d'interventions théoriques de Alessio Moretti, hein, sur la logique de l'opposition, et puis dans quelle mesure ça peut donner des carrés sémiotiques à des hexagones, hein, qui était une approche assez compliquée, mais assez structurée. Et puis, il y a eu des applications qui ont été faites par Serge, ça c'est la séance 7, puis une application qui a été faite par Serge dans un sens, un royaume un peu restreint de la thérapie systémique, hein, voir comment les différents systèmes de thérapie systémique pensaient le symptôme en termes de paradoxe, et donc ça pouvait donner lieu, le carré sémiotique, hein, sémiotisation de ce que les personnes vues dans ces différents modèles, comment ça pouvait être sémiotisé et donc permettre un commun dénominateur. Et puis, il y a eu aussi Winfried, comme je l'ai mentionné, et du côté de l'anthropopsychiatrie, je l'ai déjà mentionné, donc le complément plus clinique avec l'apport d'Antoine De Vos, qui est des nôtres, dont l'apport est très précieux. Ça, c'était donc pour le premier objectif, si je peux dire, là je rappelle, hein, peut-être certaines réjouissances pour certains, sur ces deux grands morceaux, anthropologie sémiotique, anthropopsychiatrie. Et puis l'autre visée, hein, mis en avant par Serge, souci d'anthropologie clinique, cette visée d'articulation des différents modèles, des différents mouvements cliniques, hein, eh bien, comment l'anthropologie clinique nous dote d'outils qui permettent cette visée intégrative. Et là, on a eu aussi des interventions qui ont peut-être un peu plus cherché à mettre en place cette visée intégrative qui était plus explicite. Alors, je vais prendre les références précises. Oui, j'ai mis... attendez, là, j'ai mis... Oui, donc, ce qui a été mis au travail avec le carré sémiotique, hein, c'était vraiment, hein, une manière de dire comment on peut voir ce que chaque modèle veut dire, mais à travers l'expression des patients, en deçà que ces expressions soient toutes reprises dans le modèle. Hein. Donc, Serge disait aussi, très bien, la visée intégrative, il y a de façon formelle, elle s'entend par des formalisations indépendantes des modèles théoriques qui habituellement prennent en charge des différentes technologies. Ça, c'est un des grands points de l'anthropologie clinique, aidé par la sémiotique, et l'exemple est donné dans la sémiotisation avec le carré sémiotique, c'est essayer de penser les choses en deçà de la manière dont chaque modèle, la phénoménologie de chaque modèle, a une emprise sur les choses. Et donc, ça, c'est très important pour arriver à une visée d'articulation sans qu'un modèle subrepticement soit dominateur ou peut imposer sa loi. Donc, essaie de voir d'intégration possible avec de centration sur le carré sémiotique, mais ce n'est sans doute pas la seule manière, hein, dont on peut voir l'effort qui doit se faire, et c'est à creuser. Et puis, dans l'anthropopsychiatrie, eh bien, je crois que Jean-Louis Fers nous a aussi un petit peu donné, hein, les sources du travail de Jacques Scott et comment déjà phénoménologie, psychanalyse, hein, pouvaient s'articuler. Bon, alors, donc, on a un peu toutes les conférences. Il y a eu aussi, oui, encore une dernière conférence que je n'ai pas mentionnée. Donc, il y a
que je n'ai pas mentionné, mais je les resitue dans notre travail. Il y a eu l'exposé de Jean-Claude Masse sur le clivage, et qui était une manière de comprendre comment, avec un travail aussi du niveau de sémiotisation, de carré sémiotique, eh bien, le clivage devenait quelque chose d'essentiel pour la clinique et transversal à différents modèles. Donc, il y a eu cet apport-là de Jean-Claude Masse. Et puis, il y a eu, de manière, je dirais, pas plus latérale, mais quand même au cœur de nos préoccupations, un exposé, vous vous rappelez, c'était le 8e de Philippe Lacour, qui était centré sur l'ambiguïté de la clinique. Nous rappeler que la clinique est quelque chose qui, par définition, est ambigu, porte de l'ambiguïté, parce qu'elle nous donne à vivre, à voir, avec ce que vivent les patients, et qu'il y a un effort dans l'épistémologie des sciences et de la clinique pour essayer de la surmonter, de faire avec différents duos qu'il a exposés tour à tour, comme par exemple penser la clinique comme art et science, penser la clinique comme empathie et manière d'être neutre. Enfin, tous ces binômes qui dit permettent quand même jusqu'à un certain point de tenir compte de l'ambiguïté, mais pas suffisamment. Et il proposait dans une finale que je n'ai pas tout à fait saisie, un modèle que Passeron avait élaboré. Donc, c'était aussi un bon apport. Maintenant, moi, quand j'ai suivi tous ces exposés, dont certains, à certains moments, m'étaient relativement quand même assez difficiles, je dois dire, au fond, ce que j'ai un petit peu retenu, c'était chaque fois, j'étais impressionné par le côté non seulement intéressant, mais très riche, très construit, dans l'ensemble, mais que parfois, j'avais le sentiment qu'on allait un petit peu en ordre dispersé. Déjà un petit peu dans le contenu, c'est vrai que dans l'ordre logique des exposés, on a eu quelque chose d'avant la sémiologie qui était introduit par l'ami Winfried. Antoine nous a parlé du modèle d'anthropopsychiatrie à travers le tableau pulsionnel, avant que Jean-Louis Fès puisse nous parler de Jacques Scott, son fondateur, bon, etc. Et aussi peut-être en ordre dispersé, je dirais, je n'ai pas le regard, on a un petit peu échangé avant, au niveau des participants, bon, il y avait des gens plus ou moins experts, il y avait des gens plus ou moins cliniciens, des gens qui prenaient le train en marche. Au fond, j'ai eu l'impression des fois d'un feu d'artifice, mais en ayant peur, comme ça maintenant après une année, qu'on n'ait pas, j'espère, brûlé nos cartouches trop vite et que maintenant, après ce premier bond qu'on a fait, où des choses très importantes ont été dites, mais on puisse un peu ramasser nos énergies et peut-être poursuivre. Mais là, vos réactions vont nous dire, dans quel sens aller, qu'on puisse poursuivre peut-être dans quelque chose d'un peu plus, bon, ce qu'il faut dire organisé, je ne sais pas, mais d'un peu plus structuré. Et donc, j'aurais, moi, à ce niveau, même en tant que pionnier de l'anthropologie clinique, je peux dire des choses que je ne comprends pas encore très bien, mais j'aurais 2-3 points que j'aimerais comme ça suggérer pour terminer pour un travail qui va se poursuivre l'année prochaine. 4 choses, 2 choses au niveau d'un approfondissement. Alors, ça peut se faire l'année qui vient, mais l'avoir en tout cas en préoccupation. Je trouve important, en tout cas pour moi, même, comme je disais à l'origine avec le service d'anthropologie clinique, de bien comprendre en quoi l'anthropologie sémiotique, comme rappelait Lassègue à la fin de son argument, en quoi l'anthropologie sémiotique peut être utile pour l'anthropopsychiatrie et indirectement après pour l'anthropologie clinique. Une chose qui mériterait d'être discutée, j'avais juste abordé, je crois, mais je n'étais pas trop sûr, dans la discussion à la fin de l'intervention de Jean Lassègue, c'est de dire, au fond, est-ce que les différents diagnostics qu'on peut utiliser en clinique, est-ce qu'on pourrait les considérer comme chaque fois des formes symboliques, avec des usages sociaux différents, et de voir comment ces différents diagnostics peuvent s'articuler et avoir tous leur place. Donc, mieux comprendre l'usage que peut faire l'anthropopsychiatrie de l'anthropologie sémiotique et inversement, peut-être jusqu'à un certain point,
même si l'apport est un petit peu différent, pas entièrement symétrique, quel est l'usage que l'anthropologie sémiotique peut faire de l'anthropopsychiatrie? Est-ce qu'il y a un apport à l'anthropologie sémiotique de l'anthropopsychiatrie? Par exemple, la question que j'aurais dans ce sens, c'est est-ce que l'anthropopsychiatrie, l'anthropologie sémiotique considérerait les différentes expressions que prennent la souffrance humaine aujourd'hui comme autant de formes symboliques ou en tout cas un travail, un effet d'un travail de transformation différenciatrice du sens. Bon, ça c'est au niveau donc de ces deux blocs. Hein. Puis ensuite, c'est vrai que ça mériterait vraiment qu'on puisse prendre certains modèles qu'on connaît un peu plus, qui sont un peu plus proches de nous peut-être, mais sur la psychanalyse, sur l'attachement, par exemple, mais je pense aussi aux neurosciences, à certains représentants de neurosciences, et que ces gens nous disent un petit peu comment eux pensent l'articulation possible. Est-ce que dans leur modèle, il y a quelque chose qui est là pour qu'ils puissent articuler, hein, être articulé. Mais je pense que les neurosciences, il faudrait s'y arrêter, parce que c'est quand même un gros morceau de cette articulation. Ça, c'est les deux niveaux, les deux endroits où on pourrait travailler, il y a des choses à travailler. Et au niveau méthode, eh bien, ça, on a un petit peu discuté avec ça. Je me demandais si, en tout cas certains, ça dépend de qui on invite, mais de nos prochains invités, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu systématiquement, celui qui l'invite, celui qui l'introduit, hein, lui poser la question qui serait posée déjà avant qu'il intervienne, mais au fond, comment son modèle, sa manière de faire, pense l'articulation. Est-ce qu'il y a place pour l'articulation? Est-ce qu'il y a des concepts passerelles? Enfin, mais voir ce souci, hein, dans les gens qu'on ferait venir et qui représentent d'un modèle, dans quelle mesure cette dimension d'articulation est présente. Et puis l'autre point de méthode, qui peut-être mérite amélioration, c'est la place de la clinique, hein, les apports de la clinique. Il y a beaucoup de cliniciens, malheureusement maintenant j'ai un peu quitté ma clinique, mais la clinique reste indispensable. Est-ce qu'il y a à mieux penser des moments cliniques ou bien un moment clinique à chaque exposé? Je ne sais pas, mais ça mérite de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de la clinique et qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel groupe, hein, ça en Zoom. Voilà, ça c'est un petit peu ma manière de me situer, de penser à cette année. Je m'en réjouis beaucoup de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit. Voilà, je ne sais pas si nos propos vont susciter chez vous toute réaction, mais je serai en tout cas avec Serge très content que vous les communiquiez pour qu'on puisse mieux mettre en place un prochain programme. Merci de votre écoute. OK. Oui, effectivement, je pense que ça serait bien que les participants, ils visionnent ta synthèse. Qui a pris combien de temps? Oh, il y a 20 minutes à peu près. 20 minutes et demie, ouais, 25 minutes. 25 minutes, oui. D'accord. Que effectivement les personnes puissent s'exprimer. Alors, je ne sais pas par mail ou si on ouvre un blog, il faudra voir ça pour pouvoir dire un petit peu par rapport à cette année et par rapport à l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir. Qu'on ait aussi leur point de vue sur ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils attendraient pour l'année prochaine. Je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il me semble que même si c'était feu d'artifice et un peu pas toujours en ordre de marche et qu'on a des fois fait passer la charrue avant les bœufs avec les deux premiers séminaires qui étaient déjà des propositions d'application alors que Jean Lassègue et Jean-Louis Feiss n'étaient pas venus exposer de façon un peu formelle les deux grands modèles qui structurent l'anthropologie clinique. Bon, mais en même temps, ça donnait un peu d'appétit. C'est de dire, ah ok, on peut avoir ces articulations au travers, par exemple, psychanalyse et puis sémiotique, avec la question du stade de miroir développé par Wilfried, ou bien l'outil que propose Antoine montrait aussi qu'il y avait des applications possibles à partir de l'anthropopsychiatrie et de Zondi. Donc, du coup, ça pouvait donner l'envie d'en savoir plus sur c'est quoi ces
ces modèles qui sont derrière. Et donc, le fait qu'on ait eu ces deux exposés en début d'année sur un peu les fondements même de l'anthropologie clinique, c'était pas mal. Je crois que les applications qu'on a développées au cours du séminaire ont pu aussi montrer, alors peut-être tardivement je pense au séminaire sur la double contrainte et la sémiotique, mais qui ont pu montrer effectivement une certaine pertinence opérationnelle, c'est-à-dire de montrer par exemple aux thérapeutes systémiques qui pourraient être moins sensibles peut-être que les psychanalystes à la sémiotique, peut-être, c'est une hypothèse, de montrer que ça a un réel intérêt concret, pratique, quoi. Et je crois que cette séance-là a pu le montrer. J'espère aussi que la reprise du séminaire 11 de l'outil approfondi par Antoine a pu montrer l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour analyser des situations à partir de que l'anthropologie clinique pouvait vraiment permettre d'analyser des situations par multiples portes d'entrée. Et je crois que ça a montré aussi sa vertu intégrative. Donc voilà, pour moi, même si c'était un peu, parfois peut-être un peu fouillis dans la succession des exposés, on atteint quand même ces deux objectifs qui étaient de mieux comprendre les deux piliers, travailler à l'épistémologie qui montre les articulations pour intégrer les modèles. Je pense effectivement aussi à l'exposé de Jean-Claude sur le clivage, qui, avec la sémiotique, transcende et la psychanalyse et l'approche systémique, et en même temps qui a cette tentative réussie, à mon avis, d'intermodèle, c'est-à-dire de montrer que psychanalyse et approche systémique autour d'un concept pouvaient tout à fait trouver leur articulation, et en même temps, il crée, comment dirais-je, un concept qui devient cette fois-ci transmodèle, puisqu'on a un concept qui devient central pour la psychopathologie et l'anthropologie clinique. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, que ce soit au niveau de mieux comprendre les deux piliers, d'où ils viennent, à quoi ça sert, comment ça peut fonctionner, et puis du côté de l'articulation intégrative de l'épistémologie, je crois qu'on a quand même atteint quelques petits objectifs. Alors du coup, pour l'année prochaine, je crois qu'il faut tenir compte de nos propres critiques, c'est-à-dire le fait qu'on a été probablement un peu fouillis et que l'année prochaine, le défi sera d'avoir une programmation structurée dès le début de l'année, de manière à ce que l'ensemble des conférences soient programmées avec les orateurs, les contenus, qu'on ait une petite méthodologie, comme tu le suggérais, sur, au fond, ces présentations qui seraient faites, soit des présentations de modèles cliniques qui pensent ou pas plus ou moins la question de l'intégrativité, qui pensent plus ou moins leur comment dirais-je, proximité ou distance avec soit l'anthropologie, l'anthropopsychiatrie, soit l'anthropologie clinique, soit la sémiotique, peu importe, mais que ces grands modèles que l'on souhaite articuler ensemble puissent venir proposer une facette, une lecture, un élément, ou peut-être une vue d'ensemble selon les modèles, de manière à pouvoir avancer sur ce projet d'articulation des différents modèles cliniques. Alors, tu as parlé de neurosciences, attachement, psychanalyse. Je pense qu'effectivement, on va aller dans ce sens-là. Personnellement, j'aimerais bien que, et on est en bonne voie par rapport à ça, que le modèle qui avait été présenté par Alessio Moretti lors de sa présentation sur la géométrie des oppositions, c'est-à-dire ce clinicien italien qui a travaillé en Angleterre et en Argentine, Matte Blanco, puisse être présenté, puisque Alessio nous a laissé entendre qu'il y avait là aussi un peu, à l'instar de Scott, un modèle intégratif à partir de la psychanalyse. Je crois que ça serait effectivement très intéressant pour nous de faire connaissance avec ce modèle qui est très très peu connu en France. Voilà, je crois que Antoine est en train d'œuvrer à ce que un de ses meilleurs connaisseurs français puisse venir faire une présentation à la rentrée. Donc, neurosciences, psychanalyse, attachement, ce modèle-là. Il y a aussi, et j'aimerais bien convaincre, mais je ne sais pas si j'y parviendrai, convaincre Stéphanie Axe
de venir nous présenter son travail de thèse. Alors, effectivement, un peu éloigné aujourd'hui pour elle. Elle travaille sur d'autres sujets, bien entendu. Mais dans son travail de thèse autour à la fois Zondi et de Étienne de Soie, on a là un pont quand même très important entre intrapsychique et relationnel, entre le monde zondien et le monde systémique. Et je crois que pour nous, ça serait très intéressant de pouvoir reprendre cette question avec elle, parce que là, on a aussi une zone d'articulation épistémologique tout à fait forte. Voilà, après, l'année prochaine, peut-être qu'on pourra aussi pousser une question ou une autre de notre côté, à voir comment et laquelle. En tout cas, je serais partisan qu'effectivement, différents modèles cliniques soient présentés de façon à la fois accessible et en même temps ouvrant des questions sur leur articulation avec l'anthropologie clinique. Ça serait notre défi. Et peut-être que du coup, on pourrait se retrouver à plus de 2, comme ce soir, pour cette nouvelle saison. De toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire. L'anthropologie clinique est en construction et elle continuera à se construire avec tous ceux qui veulent bien y œuvrer avec nous. Est-ce que tu penses, oui, là on est enregistré ou bien encore? Oui, tout à fait. Non, je dis, est-ce que tu penses relancer les gens qui ont participé à plusieurs séances, en tout cas, pour demander un peu leur réaction, leurs suggestions éventuelles, ou Tout à bien fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va mettre dans la petite lettre du séminaire un petit appel en ce sens, avec peut-être deux, trois questions pour structurer un peu les échanges autour de ça, et puis on verra bien ce qui nous revient. Mais en tous les cas, on en tiendra compte dans les suggestions. Là, les pistes qu'on a proposées, qui sont issues de nos discussions avec Antoine, avec toi et avec Wilfried, ne sont pas du tout exhaustives pour l'année prochaine. Voilà. Donc ça a bien insisté. Voilà, il y a de la place il y a tout à fait de la place pour des suggestions soit d'orateurs, soit de conférenciers, soit de thématiques. Charge à nous de trouver les conférenciers. Non, ça serait dommage. Ça se posait la question, ce que tu as aussi dit était enregistré. Il y a ce que j'ai dit, ce que tu as dit, que les participants soient trop soumis et se réfèrent à ce qu'on a dit, qu'on est vraiment ouvert à toutes leurs suggestions, hein, même très différentes de celles qu'on a esquissées l'un et l'autre. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Non, mais bon, je pense que je crois que pour certains participants qui ne sont pas des experts et qui arrivent pour nous écouter, écouter les différentes présentations, il y a peut-être aussi un peu parfois une forme de retenue, de discrétion par rapport à intervenir. J'espère qu'au fil du temps, la parole sera plus libre et plus voilà, de s'autoriser à poser des questions, à intervenir, à présenter des choses, etc. Et puis, il y a une autre idée qui nous est venue suite au dernier séminaire, à la dernière séance avec Antoine. Je pense qu'on va essayer d'avancer dans cette direction-là aussi. Alors, je ne sais pas si c'est en parallèle ou en plus ou à l'intérieur de ce séminaire, mais lors de sa présentation la dernière fois, on avait réfléchi avec Antoine sur le fait que pour expérimenter l'outil de dialogue partenarial, on aurait pu avoir une séance de présentation de situation en réseau, c'est-à-dire différents partenaires éducatifs, protection de l'enfance, médico-social, je ne sais pas, ITEP, CESAD, pédopsychiatrie, sanitaire, consultation, etc. En tout cas, différents intervenants qui sont à accompagner chacun de leur place, un enfant, une famille, un adolescent, puissent venir présenter ensemble, en même temps, leur propre perspective à partir d'un dialogue qui serait mené, animé par Antoine et moi autour de cet outil de dialogue partenarial. Donc, c'est-à-dire de pouvoir lier des questions qui sont des questions d'observation pris dans la relation entre un enfant, une famille et puis des professionnels. Chacun a des places différentes avec des rôles et des fonctions différentes.
chacun puisse décrire à la fois des aspects de la prise en charge et du quotidien, des questions qu'il se pose, des observations qu'il peut faire de sa place, dans sa perspective, et les questions existentielles qui sont sous-tendues par ces interrogations-là et ces descriptions du quotidien. Donc, d'utiliser cet outil pour pouvoir analyser la situation, définir des priorités de travail, des stratégies d'intervention que chacun puisse récupérer concrètement pour pouvoir orienter son propre accompagnement auprès de l'enfant et de l'adolescent. Et pourquoi pas d'ailleurs une participation de l'enfant à ce réseau de partage autour de l'outil. Pour nous, c'est une façon aussi de valider la pertinence ou pas de cet outil de dialogue partenarial. Et puis, je crois que ça peut aussi tout simplement, en contrepartie, aider des professionnels peut-être à avancer dans des impasses ou à se poser des questions différemment ou réorienter leur accompagnement ou trouver des pistes et des chemins pour leur accompagnement. Donc, ça serait une sorte de donnant-donnant. Nous, ça nous permet de valider un peu les choses et puis de les aider dans la construction de leur prise en charge. Oui. J'ai bien compris. Au départ, ça serait un participant qui demanderait à ses collègues, différents intervenants, de venir sur notre Zoom et puis de parler d'une situation. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, mais on s'y est pris un peu tard, donc ça n'a pas été possible au niveau de la disponibilité des intervenants, mais on a déjà 2 participants du séminaire qui nous ont dit qu'ils seraient intéressés pour expérimenter avec les partenaires avec lesquels ils travaillent sur l'accompagnement d'un enfant, donc pédopsychiatrie, accueil familial, protection de l'enfant, CITEP, etc., de venir présenter ensemble, chacun de leur point de vue, les observations et les questions qu'ils se posent sur l'accompagnement de cet enfant ou de cet adolescent. Donc, on s'est dit, s'il y a déjà deux situations, peut-être 3, peut-être qu'on pourrait ouvrir comme ça une proposition de points de rendez-vous réguliers où on pourrait discuter de façon très, très pratique et clinique à partir de cet outil de dialogue, de l'anthropologie clinique, de pouvoir venir discuter de situations collectivement, collégialement. Bon, je ne sais pas la modalité. Est-ce qu'on l'inclut dans le séminaire? Est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que c'est en articulation? Voilà, ça reste à préciser dans les modalités. Mais d'ores et déjà, Antoine et moi, on est partants. Et on a déjà 2-3 participants qui seraient OK pour ce genre de travail collectif. C'est ça. OK. Bon. Pour nos collègues, on arrête là notre… Oui, la discussion, oui. Hein? Et puis, on va conclure entre nous. Et puis, du coup, on va pouvoir aller à la fête de la musique. Vous avez la fête de la musique en Suisse? Aussi, mais c'est le 21, c'est ça, c'est aujourd'hui. Mais moi, je suis un petit peu à l'écart. Je n'ai pas eu tellement d'écho de choses. Oui, mais c'est le 21. Oui. OK, très bien. Ouais. À bientôt à tous. Allez. Vous retrouvez pour la rentrée. Suivez la newsletter qui vous donnera des informations. Et n'hésitez pas à nous donner votre sentiment sur cette année écoulée et sur l'année qui vient, si vous avez des suggestions à nous faire. En tous les cas, dès la rentrée, il y aura un programme qui sera en place. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.